Dans les rues animées d'un village de Provence, où le parfum de café fraîchement moulu se mêlait à l'air frais du matin et à l'odeur sucrée de la lavande provenant des champs lointains, une jeune fille se frayait un chemin prudent à travers la foule du marché. Chloé, une enfant d'à peine 10 ans, aux cheveux emmêlés par le vent et aux vêtements qui avaient connu des jours meilleurs, se déplaçait avec de grands yeux vigilants, constamment en alerte. Les ruelles pavées et les places ombragées par les platanes étaient son domaine. Sa seule famille était son père, et chaque jour était une lutte silencieuse pour leur survie. Alors qu'elle se faufilait entre les habitants pressés et les touristes émerveillés, un éclat sur le sol attira son attention. Gisant sur les pavés usés par les siècles, il y avait une carte bancaire. De ses mains tremblantes, elle la ramassa, ses yeux s'écarquillant en lisant le nom imprimé sur le plastique brillant, Jean Dubois. Même Chloé, si jeune, reconnaissait ce nom. C'était celui de l'homme le plus riche de la région, propriétaire de vignobles et de domaines à perte de vue. Un instant, une vague de tentation la submergea, puissante et vertigineuse. Cette carte pouvait signifier un bon repas chaud dans un bistrot, des vêtements neufs et propres, peut-être même une nuit en sécurité dans un gîte confortable. Mais aussi vite que la pensée était venue, elle la chassa. Son père, Stéphane, lui avait toujours enseigné que l'honnêteté était leur bien le plus précieux, leur unique richesse. Elle n'allait pas trahir cette leçon. Avec une résolution ferme qui durcit ses traits enfantins, Chloé glissa la carte dans la poche de sa veste usée et se dirigea vers l'endroit où elle savait que son père l'attendrait. Le soleil commençait à décliner, projetant des teintes chaudes d'orange et de rose sur le ciel provençal, un contraste saisissant avec la dureté de leur vie. En marchant, Chloé ne pouvait s'empêcher de penser à cette carte et à tout ce qu'elle symbolisait. Ce n'était pas juste un morceau de plastique. C'était un passeport pour une vie de confort, de sécurité et de facilité. Tout ce dont elle et son père avaient rêvé, mais n'avaient jamais connu. Enfin, elle atteignit la petite ruelle où son père avait l'habitude de l'attendre, à l'abri des regards. Il était là, assis contre un mur de pierre, un air de soulagement traversant son visage fatigué en la voyant approcher. « Papa » dit Chloé, sa voix un mélange d'excitation et d'inquiétude. Ses yeux brillaient tandis qu'elle tenait quelque chose dans sa main. Son père, un homme d'âge moyen dont les épreuves avaient gravé des rides précoces sur le visage, la regarda, son regard à la fois curieux et doux. « Que as-tu trouvé, mon trésor ?» Elle sortit délicatement la carte de sa poche et la lui tendit. Dès que son père vit le nom inscrit dessus, son expression changea, et il s'adressa à elle d'une voix basse mais ferme. « Tu sais que nous devons la rendre, n'est-ce pas ?» Sans la moindre hésitation, Chloé hocha la tête. « Je sais, papa. Mais comment allons-nous trouver à qui elle appartient ?» se demanda-t-il en se levant lentement, chaque mouvement trahissant son épuisement. Il posa une main rassurante sur son épaule. « Nous trouverons un moyen. Il y a toujours un chemin quand on fait ce qui est juste. » La carte soigneusement rangée, ils quittèrent la ruelle, ignorant que ce petit morceau de plastique allait bientôt bouleverser leur monde. Des forces invisibles se mettaient en marche, déclenchées par le simple choix d'une enfant de faire le bien. Une brise matinale fraîche glissa dans les rues désertes, annonçant le changement à venir. Chloé se réveilla, blottie contre son père pour se protéger du vent. Malgré le froid et la faim qui lui tenaillaient l'estomac, sa détermination était plus forte. « Papa » murmura-t-elle en secouant doucement son épaule. « Nous devons rendre la carte aujourd'hui. » Son père, Stéphane, ouvrit lentement les yeux, l'épuisement d'innombrables nuits blanches pesant lourdement sur lui. Mais en voyant la résolution de sa fille, une étincelle de fierté raviva ses forces. « Tu as raison, ma chérie, » dit-il en parvenant à s'asseoir. « Mais il nous faut d'abord un peu de nourriture. » L'estomac de Chloé gargouilla en signe d'accord, mais elle hocha la tête, sachant que son père s'était privé de nourriture pour s'assurer qu'elle mange. Ce sacrifice tacite ne faisait qu'approfondir sa volonté de faire le bien. Ensemble, ils s'aventurèrent dans le village qui s'éveillait. La lumière matinale se reflétait sur les clochers des églises, peignant un tableau d'espoir au milieu de la réalité impitoyable de leur vie. En marchant, Stéphane aperçut un kiosque à journaux à proximité. Il s'approcha et demanda s'il pouvait jeter un coup d'œil à un journal. Le vendeur, sentant le besoin de Stéphane, lui tendit une page. Un titre attira son attention, le millionnaire Jean Dubois annonce un événement caritatif au cœur de la région. « Chloé » appela-t-il. « Je crois que nous savons où trouver le propriétaire de la carte. » Elle le rejoignit, son visage s'illuminant d'excitation et de nervosité. « Vraiment, papa ? Comment allons-nous y arriver ?
il lui expliqua l'article, et ensemble ils élaborèrent un plan pour se rendre à l'événement caritatif cet après-midi même dans un grand hôtel de la capitale régionale. Ils savaient que c'était leur chance de rendre la carte, mais au fil de la journée, la faim les rongeait plus férocement. Chloé remarqua que son père commençait à faiblir en marchant, clairement affaibli par le manque de nourriture. « Papa, dit-elle, la voix tremblante. On pourrait utiliser la carte juste une fois, pour acheter à manger. Personne ne le saurait. » Stéphane s'arrêta, regardant sa fille, son regard rempli d'empathie et de résolution. Il s'agenouilla devant elle, ignorant la douleur dans ses genoux, et prit ses petites mains. « Chloé, dit-il doucement, mais avec conviction, je sais que tu as faim. Je le sens aussi. Mais notre intégrité, notre honnêteté, c'est la seule chose qui nous appartienne vraiment. Nous ne pouvons pas y renoncer, pas même pour une bouchée de pain. » Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes, mais elle hocha la tête, comprenant le poids des mots de son père. Et puis, ajouta Stéphane avec un sourire fatigué. Imagine l'expression de Monsieur Dubois quand nous lui rendrons sa carte, intacte. Cela vaudra plus que n'importe quel repas. Chloé lui jeta les bras autour du cou, le serrant fort. À ce moment, dans la rue animée du marché, ils partageaient un lien d'amour et de respect mutuel que nulle somme d'argent ne pouvait acheter. Avec une détermination renouvelée, ils continuèrent vers l'hôtel. Le soleil de l'après-midi les baignait, et bien que leurs estomacs fussent vides, leur cœur était plein d'espoir et de dignité. En approchant de l'imposant hôtel, Chloé serra la main de son père. « Quoi qu'il arrive, dit-elle, sa voix portant une sagesse au-delà de son âge. Nous faisons ce qu'il faut. » Stéphane hocha la tête, son cœur gonflé de fierté et d'amour. Ensemble, ils s'avancèrent vers une rencontre qui allait changer leur vie pour toujours. Ils ne se doutaient pas que le destin leur réservait des surprises qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Le grand hôtel s'élevait majestueusement au centre de la ville voisine, ses portes vitrées captant les dernières lueurs du jour. Chloé et Stéphane s'arrêtèrent à l'entrée, se sentant tout petits face à l'opulence qui les entourait. « Prête, mon trésor ?» demanda Stéphane en lui serrant doucement la main. Chloé hocha la tête, rassemblant tout son courage. Ensemble, ils franchirent les portes tournantes et entrèrent dans un monde tout droit sorti d'un rêve. Le hall de l'hôtel était le summum du luxe, avec des lustres en cristal projetant une lumière dorée sur les sols en marbre poli et les riches tapis d'Aubusson. Des hommes en costumes élégants et des femmes parées de bijoux étincelants se mêlaient dans la pièce, semblant tous ignorer l'arrivée des deux nouveaux venus. Stéphane se dirigea vers la réception où une jeune femme à l'uniforme impeccable les regarda avec un mélange de surprise et de suspicion. « Excusez-moi, madame, » commença Stéphane, sa voix stable mais respectueuse. « Nous sommes ici pour voir monsieur Jean Dubois. Nous sommes venus lui rendre quelque chose qui lui appartient. » La réceptionniste les toisa, le scepticisme évident dans son regard. « Je suis désolé, mais monsieur Dubois est actuellement en réunion privée. Je ne peux pas le déranger. » Remarquant la frustration grandissante de son père, Chloé fit un pas en avant. « S'il vous plaît, » dit-elle doucement mais fermement. « C'est important. Nous avons trouvé sa carte bancaire et nous voulons la lui rendre. » La mention de la carte bancaire piqua la curiosité de la réceptionniste, et elle les regarda avec un intérêt renouvelé. Elle semblait sur le point de répondre lorsqu'une voix autoritaire retentit derrière eux. « Que se passe-t-il ici ?» En se retournant, Chloé et Stéphane se trouvèrent face à un jeune homme grand et élégamment vêtu. Son visage était à la fois saisissant et marqué d'une pointe d'arrogance. « Lucas Dubois », annonça-t-il en les étudiant d'un regard suspicieux. « Je suis le fils de Jean Dubois. Quelle est cette histoire de carte bancaire ?» Tandis qu'il parlait, Chloé sentit l'incrédulité initiale dans son expression se transformer rapidement en méfiance pure et simple. « Vous vous attendez à ce que je gobe cette histoire ?» ricana-t-il, son ton empreint de mépris. « De toute évidence, vous avez essayé d'utiliser la carte, et quand ça n'a pas marché, vous avez décidé de la rendre pour éviter d'avoir des ennuis. » Les yeux de Chloé la piquèrent de larmes face à l'accusation. « Ce n'est pas vrai, » protesta-t-elle. « Nous ne l'avons pas utilisée. Nous voulons juste faire ce qui est juste. » Lucas laissa échapper un rire amer. « Ce qui est juste. Les gens comme vous ne savent même pas ce que ça veut dire. Vous aviez probablement l'intention de l'utiliser et quelque chose a mal tourné. Qui sait combien d'autres cartes vous avez volées ? » L'accusation les frappa profondément, mais malgré leur fatigue et leur faim,
Chloé et Stéphane tinrent bon avec une dignité silencieuse. « Jeune homme, dit Stéphane, gardant sa voix calme mais ferme. Je comprends votre méfiance. Mais je vous promets que nos intentions sont honnêtes. Si je pouvais juste parler à votre père. Mon père ne perd pas son temps avec des escrocs, le coupa Lucas. Puis, d'un signe de tête à la réceptionniste, il ordonna, appelez la sécurité. Escortez-les hors de l'hôtel et assurez-vous qu'ils ne reviennent pas. Le cœur de Chloé se serra. Après être venus de si loin, après avoir lutté contre la faim et la tentation, ils étaient traités comme des criminels. Les larmes montèrent, non pas de honte ou de peur, mais de pure frustration face à l'injustice de la situation. Stéphane vit la douleur de sa fille et prit une décision rapide. Il sortit la carte bancaire de sa poche, la brandissant dans sa main. « Vérifiez cette carte, dit-il, sa voix calme et posée. Elle est intacte, inutilisée. Consultez les relevés. Nous n'avons pas dépensé un centime. » Ces mots prirent Lucas au dépourvu, et pendant une seconde, il parut incertain. Mais l'orgueil de Lucas l'emporta. « La sécurité s'en chargera, » répondit-il froidement, faisant un signe de tête vers les gardes qui approchaient. « Mais je veux qu'ils partent tous les deux, maintenant. » Tandis que les gardes les conduisaient vers la sortie, Chloé jeta un regard en arrière, ses yeux rencontrant ceux de Lucas. Son regard contenait un mélange de blessure, de déception et, étrangement, de compassion. Pendant un instant fugace, Lucas eut l'impression d'entrevoir la vérité dans ses yeux. Puis l'instant passa. Les portes de l'hôtel se refermèrent derrière Chloé et Stéphane, les laissant de nouveau sur le trottoir froid. Chloé appuya sa tête contre le bras de son père et murmura « Je suis désolé, papa. Peut-être aurions-nous dû simplement utiliser la carte pour un repas. » Stéphane la serra dans ses bras, la sentant frissonner, que ce soit à cause du froid ou de ses émotions. « Non, ma chérie, dit-il doucement mais fermement. Nous avons fait ce qu'il fallait. Avoir la conscience tranquille vaut plus que n'importe quel repas. » Alors qu'il s'éloignait, aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui observait depuis l'une des fenêtres supérieures de l'hôtel. Jean Dubois, le véritable propriétaire de la carte, avait tout vu. Jean resta près de la fenêtre longtemps après que Chloé et Stéphane eurent disparu. Son esprit tourbillonnait de pensées contradictoires, admiration pour leur intégrité malgré leurs difficultés, et honte du comportement de son fils. Avec résolution, il quitta sa suite et se dirigea vers le hall où il trouva Lucas en train de rire avec des invités à l'événement caritatif, comme si de rien n'était. « Lucas, » appela Jean, son ton posé mais indéniablement ferme. « Nous devons parler. Maintenant. » Le jeune homme s'excusa auprès de son groupe et suivit son père dans un coin tranquille du hall. Son sourire s'effaça en remarquant la gravité sur le visage de Jean. « Que se passe-t-il, papa » demanda-t-il, essayant de garder un ton désinvolte. Le regard de Jean resta fixe. « J'ai vu ce qui s'est passé avec ces deux personnes, la fille et son père. » Le visage de Lucas se crispa, bien qu'il essayât de rester calme. « Oh, ça. Je ne faisais que protéger nos intérêts. Ils auraient pu être des arnaqueurs ou... » « Tais-toi, » l'interrompit Jean, sa voix empreinte de déception. « Ils sont venus ici pour me rendre ma carte bancaire, une carte avec une limite pratiquement illimitée, je pourrais ajouter. Ils auraient pu dépenser des milliers d'euros sans que je le sache, mais au lieu de ça, ils ont choisi de la rapporter. » Les yeux de Lucas se baissèrent alors que le poids de ses actions commençait à peser sur lui. « Je ne savais pas, » balbutia-t-il. « Exactement, » répliqua Jean. « Tu ne savais pas parce que tu n'as pas pris un moment pour écouter. Tu les as jugés sur les apparences et les suppositions. Ce n'est pas ce que je t'ai appris, Lucas. » Lucas leva les yeux, un mélange de honte et de résistance dans son regard. « Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Que je fasse confiance à tous ceux qui se présentent à nous ?» Jean laissa échapper un soupir, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Non. Je veux que tu apprennes à voir au-delà des apparences. Je veux que tu comprennes ce que valent vraiment l'intégrité et l'honnêteté. » Il fit une pause, comme s'il prenait une décision. « Et je crois que je sais exactement comment faire en sorte que cela se produise. » Lucas haussa les sourcils, un mélange de curiosité et de nervosité traversant son visage. « Que veux-tu dire ? » « Pendant les prochaines 24 heures, tu vas vivre dans la rue, » annonça Jean. « Pas d'argent, pas de téléphone, juste les vêtements que tu portes.
Les yeux de Lucas s'écarquillèrent de choc. Quoi? Papa, tu ne peux pas être sérieux. J'ai des responsabilités, des réunions. Tout ça peut attendre, l'interrompit Jean. Ceci est plus important. Tu dois savoir ce que ressentent ceux qui ont moins, comprendre ce qu'ils traversent. Ce n'est qu'alors que tu développeras une véritable empathie. Lucas voulait argumenter, mais quelque chose dans le regard de son père lui dit que c'était inutile. Il savait que lorsque Jean Dubois prenait une décision, il n'y avait pas de retour en arrière. Finalement, il céda. Quand est-ce que je commence? Demanda-t-il. Tout de suite, répondit Jean. Donne-moi ton téléphone, ton portefeuille et tes clés. D'une main tremblante, Lucas lui remit ses affaires. Il avait l'impression de sauter d'une falaise sans filet de sécurité. Au moment où il se dirigeait vers la porte, Jean lança une dernière instruction. Je veux que tu retrouves cette fille et son père. Et quand tu les auras trouvés, je veux que tu les écoutes vraiment. Écoute leur histoire. Tu pourrais apprendre plus que tu ne le penses. Hochant la tête avec raideur, Lucas quitta l'hôtel. Le ciel était peint de teintes oranges et violettes alors que le soleil se couchait et que les rues bourdonnaient de gens terminant leur journée ou sortant pour la nuit. Pour la première fois, Lucas se sentit totalement seul et exposé. Il ne savait pas où aller ni quoi faire. Le monde de luxe qu'il avait toujours connu lui semblait maintenant un rêve lointain. Errant sans but, son esprit retourna vers la fille et son père. Où pouvait-il être? Comment s'en sortait-il chaque jour? Et surtout, comment conservaient-ils leur dignité à travers tout ça? Avec un profond soupir, il s'engagea dans les rues de la ville, ignorant qu'il était sur le point de vivre un voyage de 24 heures qui changerait sa vie à jamais. Alors que la nuit tombait, un froid s'installa sur la ville, et Lucas frissonna. Quelques heures seulement s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté l'hôtel, mais il avait l'impression de marcher sans but depuis des jours. Ses pieds, peu habitués au martèlement du pavé, le faisaient souffrir. En continuant à descendre les rues, il remarqua des choses qu'il avait toujours ignorées. Des gens fouillant dans les poubelles, d'autres recroquevillés dans des embrasures de portes pour échapper au froid. Chaque visage était un témoignage de difficulté et d'endurance. La faim le rongeait, et l'odeur de nourriture provenant des bistrots voisins lui semblait une cruelle provocation. Désespéré, il pensa demander un repas au propriétaire d'un bistrot, promettant de payer plus tard. Mais un seul regard sur ses vêtements froissés et son air épuisé, et le gérant lui demanda de partir. À ce moment-là, Lucas comprit ce que signifiait être invisible pour la société. Quelques jours plus tôt, les mêmes personnes qui lui auraient montré du respect croisaient maintenant son regard avec méfiance ou l'ignoraient tout simplement. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le froid de l'air se fit plus vif. Lucas erra dans un parc voisin et s'installa sur un banc. C'est là qu'il rencontra Monique, une femme âgée qui vivait dans la rue depuis des années. « Première nuit dehors » demanda-t-elle, lui adressant un sourire fatigué mais chaleureux. Lucas hocha la tête, surpris que quelqu'un lui parle. « Comment le saviez-vous » demanda-t-il. « Tes yeux, répondit-elle. Ils ont encore ce regard de quelqu'un qui n'arrive pas à croire que ça lui arrive. » Monique lui tendit un morceau de baguette rassis qu'elle avait trouvé plus tôt. Quelques heures auparavant, Lucas l'aurait peut-être refusé, mais maintenant il le prit avec gratitude. Pendant qu'il mangeait, Monique lui raconta son histoire. Elle avait été une cadre supérieure prospère jusqu'à ce que de mauvais choix et une addiction lui prennent tout. Ce n'est pas la faim ou le froid le plus dur, dit doucement Monique. C'est la façon dont les gens te regardent, ou pire, ne te regardent pas du tout. Tu deviens invisible. Ces mots frappèrent Lucas profondément. Il repensa à la façon dont il avait traité Chloé et son père, et une vague de culpabilité le submergea. Au fil de la nuit, Lucas rencontra d'autres personnes avec leurs propres histoires. Il y avait Wayne, un vétéran luttant contre le stress post-traumatique, et Marie, une jeune femme qui avait fui un foyer violent. Chaque histoire ébranlait ses préjugés, secouant le monde qu'il pensait connaître. Mais c'est Thierry qui lui laissa la plus forte impression. Thierry était un homme d'une cinquantaine d'années aux yeux bienveillants et aux mains rugueuses. Lucas le trouva en train de partager un sandwich avec son jeune fils. « Ma femme est malade », expliqua Thierry lorsque Lucas s'approcha. « Elle a besoin de médicaments que nous ne pouvons pas nous permettre, alors je donne ma nourriture à mon garçon. Tant qu'il va bien, je peux m'en sortir. » Ces mots rappelèrent à Lucas Chloé et son père.
La situation lui semblait familière. Voici un autre père qui risquait tout pour son enfant, restant digne malgré ses difficultés. « Comment faites-vous » demanda Lucas à voix basse. « Comment gardez-vous espoir » Thierry sourit, serrant son fils contre lui. « Parce que chaque jour est une nouvelle chance. Et tant que j'ai ma famille, j'ai une raison de continuer. Et parce que je crois que la gentillesse finit par triompher. » Cette nuit-là, blotti contre un banc dans le parc, Lucas ne trouva pas le sommeil. Son esprit était inondé de pensées et d'émotions qu'il ne s'était jamais permis de ressentir auparavant. Il se souvint de toutes les fois où il avait jugé les gens sans comprendre leur situation, comment il avait vécu sans réaliser son propre privilège, et surtout, il pensa à Chloé et à son père, à leur honnêteté et à leur résilience face à l'adversité. Maintenant, il comprenait vraiment la valeur de leurs actions et l'injustice de la façon dont il les avait traités. Alors que le ciel commençait à s'éclaircir, annonçant le début d'un nouveau jour, Lucas prit une décision. Non seulement il chercherait Chloé et son père pour s'excuser, mais il ferait aussi tout ce qui était en son pouvoir pour les aider. Et pas seulement eux, mais tous ceux qu'il avait croisés cette nuit-là. Avec ce nouvel objectif, il se leva, prêt à accueillir la journée et les leçons qu'elle contenait. Lucas commençait à changer, et avec ce changement, il y avait un nouvel espoir pour ceux qui l'entouraient. Ses vêtements autrefois impeccables étaient maintenant froissés et sales. Son estomac grondait de faim, et tout son corps était endolori par la nuit difficile passée sur les bordures du parc. Pourtant, une détermination brillait dans ses yeux qui n'étaient pas là la veille. En parcourant les rues familières à la recherche de Chloé et de son père, il vit la ville sous un nouveau jour. Les vitrines extravagantes qu'il admirait autrefois lui paraissaient maintenant criardes et excessives. Les gens qui se dépêchaient de passer devant ceux qui dormaient dans la rue lui firent ressentir une parenté inconfortable avec son ancien moi. Au cours d'une de ses promenades, Lucas rencontra une situation qui allait changer sa journée. À un carrefour très fréquenté, il remarqua une jeune femme qui luttait pour jongler avec plusieurs sacs de courses et deux jeunes enfants. Sans une seconde de réflexion, Lucas s'avança pour l'aider. « Laissez-moi vous donner un coup de main », offrit-il en tendant la main vers les sacs. Au début, la femme le regarda avec méfiance, mais quelque chose dans son expression sincère la rassura, et elle lui tendit avec gratitude quelques sacs. En marchant, la femme, qui se présenta comme Camille, commença à se confier. Elle expliqua qu'elle était une mère célibataire travaillant à 2 emplois pour subvenir aux besoins de ses enfants. Chaque jour était une épreuve, mais elle gardait espoir pour leur bien. « Certains jours, j'ai envie de tout laisser tomber », admit Camille, la voix tremblante. « Mais ensuite, je regarde mes enfants, et je sais que je dois continuer à me battre. Ils méritent une chance d'avoir quelque chose de mieux. » Ces mots touchèrent une corde sensible chez Lucas. Il pensa à son père, comment il avait bâti son succès à partir de rien, combien d'obstacles il avait surmontés et les sacrifices qu'il avait faits. Quand ils arrivèrent au modeste appartement de Camille, Lucas proposa de l'aider à porter les sacs à l'intérieur. Alors que Lucas observait le plus jeune enfant boiter légèrement, il ressentit une pointe d'inquiétude. « Est-ce qu'il va bien » demanda-t-il en désignant le garçon. Camille prit une profonde inspiration et expliqua. « Il a besoin d'une opération, mais je ne peux tout simplement pas me la permettre. Chaque euro que je gagne va directement aux courses et au loyer. » Le poids de ces mots frappa durement Lucas. Voici une mère qui faisait tout pour subvenir aux besoins de ses enfants, faisant face à des difficultés qu'il pouvait à peine comprendre, tout en gardant son espoir et sa dignité. Avant de partir, il lui demanda si elle connaissait une jeune fille nommée Chloé et son père. À sa grande surprise, Camille hocha la tête en disant « Je les ai vus dans le quartier. Ce sont de bonnes personnes. » Elle ajouta « L'autre jour, le père de Chloé a partagé son dernier morceau de pain avec mon fils alors que nous n'avions rien. Ils ont tellement de gentillesse malgré tout. » Ces mots touchèrent profondément Lucas. Luttant contre les larmes, il répondit d'une voix serrée « Merci, Camille. Vous avez fait plus pour moi que vous ne le réalisez. » En quittant l'appartement, il ressentit un regain de détermination. Non seulement il était déterminé à trouver Chloé et son père pour arranger les choses, mais il savait qu'il devait aussi aider Camille et sa famille. Lucas passa des heures à chercher, demandant à chaque personne sans abri qu'il rencontrait s'il savait où Chloé et son père pouvaient se trouver. Certains l'ignorèrent, d'autres le regardèrent avec méfiance, mais quelques-uns, sentant ses intentions sincères, essayèrent de l'aider. Au moment où le soleil se couchait, il eut un coup de chance.
Un homme plus âgé vendant des journaux à un coin de rue lui dit qu'il avait vu un homme et une fille correspondant à la description se diriger vers un vieux bâtiment abandonné en périphérie de la ville. Le cœur battant, Lucas s'y rendit. Alors qu'il approchait, le ciel était baigné d'orange et de violet profond, la dernière lumière du jour projetant des ombres sur la structure délabrée. Des fenêtres brisées et des murs couverts de graffitis l'accueillirent alors qu'il entrait. « Bonjour », appela-t-il, sa voix résonnant dans les salles vides. « Chloé ? Monsieur ?» Le silence suivit, puis un léger bruit provint d'une des pièces du fond. Il s'avança prudemment, et là, niché dans un coin, il aperçut Chloé et son père. Stéphane se leva immédiatement, se plaçant de manière protectrice devant Chloé. Ses yeux s'écarquillèrent, la surprise traversant son visage en reconnaissant Lucas. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il, sa voix portant un mélange de confusion et de suspicion. Lucas, sentant son cœur battre à tout rompre, fit un pas de plus. « Je suis ici pour m'excuser, » dit-il, la voix hésitante. « Ce que je vous ai fait, la façon dont je vous ai traité, c'était mal. Vraiment mal. » Chloé jeta un coup d'œil par derrière son père, ses grands yeux remplis de curiosité et d'une lueur d'espoir. Lucas continua, ses mots se déversant rapidement. « J'ai été dans la rue ces dernières 24 heures. J'ai vu des choses, vécu des choses que je n'aurais jamais pensé vivre, et ça m'a ouvert les yeux. Je vois maintenant à quel point je me suis trompé sur vous, surtout. » Stéphane et Chloé échangèrent un regard de surprise. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda Chloé, sa voix douce mais ferme. Lucas eut un sourire triste. « J'avais besoin d'une prise de conscience. Et laissez-moi vous dire que je l'ai eue. » Il partagea son expérience, parlant des gens qu'il avait rencontrés et de la façon dont sa perspective avait complètement changé. À chaque mot, Stéphane et Chloé pouvaient sentir le changement en lui, la véritable humilité et le regret dans son regard. « Ce que tu as fait, Chloé, » dit Lucas en se tournant vers elle. « Rendre cette carte alors que tu aurais pu la garder, c'était incroyable. Tu as plus d'intégrité et de force que je n'en ai jamais eu. » Chloé, émue par la sincérité de sa voix, s'avança. « Nous faisons tous des erreurs, » dit-elle, avec une maturité au-delà de son âge. « L'important est que nous apprenions d'elle. » Stéphane, qui avait écouté en silence, prit enfin la parole. « Nous apprécions vos excuses, » dit-il, son ton calme. « Mais que comptez-vous faire maintenant ?» Lucas prit une profonde inspiration. « Je veux aider, » répondit-il fermement. « Pas seulement vous, mais tous ceux que j'ai croisés ces dernières 24 heures. J'ai passé ma vie dans une bulle et maintenant je veux utiliser mon privilège pour faire une différence. » Stéphane l'étudia attentivement, comme pour peser la sincérité derrière ses paroles. Finalement, il fit un léger signe de tête. « La vraie preuve de votre changement sera dans ce que vous ferez ensuite, pas dans ce que vous direz. »« Je sais, » répondit Lucas, la détermination dans la voix. « Et je suis prêt à le montrer. » Juste à ce moment-là, son téléphone, que son père lui avait rendu plus tôt ce matin-là, se mit à sonner. C'était Jean Dubois. À l'autre bout du fil, le père de Lucas prit la parole. « Il est temps que tu reviennes. As-tu appris quelque chose ?» Lucas jeta un coup d'œil à Chloé et Stéphane, un regard déterminé remplissant ses yeux. « Oui, papa, » répondit-il avec confiance. « J'ai beaucoup appris, et j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. » Alors que Lucas partageait son plan, Chloé et Stéphane échangèrent un regard plein d'espoir, leurs esprits s'allégeant un peu. De l'autre côté de la table, dans une atmosphère d'inconfort au milieu de l'opulence, étaient assis Chloé et Stéphane, se tortillant légèrement. La voix de Jean remplit la pièce, posée et autoritaire. « Lucas a partagé ses expériences et m'a tout raconté à votre sujet. Je dois admettre que je suis impressionné par votre franchise et je regrette la façon dont vous avez été traité initialement. » Stéphane accusa réception des mots par un signe de tête silencieux. Pendant ce temps, Chloé absorbait tout ce qui l'entourait, ses grands yeux remplis d'émerveillement comme si elle était entrée dans un autre monde. « Papa » se pencha Lucas, la voix pleine de résolution. « J'ai promis de les aider. Et pas seulement eux, mais tous ceux que j'ai rencontrés pendant mon temps dehors. J'ai besoin de ton soutien pour que cela devienne réalité. » Jean observa son fils avec un mélange de fierté et de prudence mesurée. « À quoi penses-tu exactement ?» demanda-t-il. Lucas prit une inspiration et commença à détailler sa vision.
Un programme de logements abordables, des centres de formation professionnelle et un accès à des soins de santé gratuits pour ceux qui en avaient besoin. À chaque phrase, sa détermination grandissait. Et je veux que Stéphane et Chloé jouent un rôle central dans tout ça, conclut-il. Personne ne comprend mieux les besoins de ces gens que ceux qui ont vécu cette vie. Quand Lucas eut terminé, le silence remplit la pièce. Stéphane semblait un peu dépassé tandis que les yeux de Chloé brillaient d'excitation. Jean se pencha en arrière, pensif, observant attentivement son fils. « C'est une grande idée, dit-il enfin, et coûteuse. »« Je sais, » répondit Lucas sans hésiter. « Mais nous avons les ressources pour y arriver, et c'est la bonne chose à faire. » Jean regarda tour à tour Lucas, Stéphane et Chloé. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il. Stéphane, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'éclaircit la gorge. « C'est plus que ce que nous aurions pu rêver, » répondit-il, la voix chargée d'émotion. « Mais si vous pouvez vraiment faire en sorte que cela se produise, cela changerait tant de vies. » Chloé, incapable de contenir son excitation, intervint. « Nous pourrions aider Camille et ses enfants, et Monique et Thierry et tous les autres. » Jean eut un sourire chaleureux en voyant l'excitation de la fillette illuminer son visage. Puis, reportant son attention sur Lucas, il parla doucement. « Tu as changé, mon fils. » Son ton portait un sentiment d'admiration. « Je vois en toi maintenant une profondeur, une maturité et une gentillesse qui n'étaient pas là avant. » Lucas hocha la tête, sentant le poids des mots de son père s'abattre sur lui. « J'ai beaucoup appris récemment, » admit-il. « Et je veux continuer à grandir, à apprendre. » Jean se leva, sa décision prise. « Très bien, » annonça-t-il fermement. « Nous allons aller de l'avant avec ça, mais il y a une condition. » La pièce devint silencieuse d'anticipation. « Je veux que toi, Lucas, tu diriges ce projet, » continua-t-il. « Tu seras responsable de t'assurer que c'est bien fait et que cela fait une réelle différence pour ceux qui en ont besoin. » L'excitation et la nervosité tourbillonnaient en Lucas, mais il croisa le regard de son père et hocha la tête avec confiance. « Je le ferai, papa. Je ne te décevrai pas. » Chloé, submergée par la joie, sauta de son siège et enlaça Lucas. « Merci. »« Merci, » dit-elle, sa voix remplie de gratitude. Stéphane, les yeux brillants d'émotion, tendit la main à Jean. « Je ne peux même pas exprimer à quel point je suis reconnaissant, » dit-il, sa voix se brisant. Jean sourit. « Gardez les remerciements pour plus tard, » répondit-il. « Il y a beaucoup de travail à venir. » Et ainsi, dans cette même salle de conseil, une mission fut lancée, une mission qui transformerait non seulement la vie de Chloé et de Stéphane, mais aussi celle de centaines d'autres personnes à travers la région. Cela marqua le début d'un chemin de rédemption pour Lucas et un phare d'espoir pour ceux qui avaient perdu confiance en l'humanité. Alors qu'il se plongeait dans la planification, Chloé regarda le paysage urbain au-delà des fenêtres. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, elle voyait un avenir plein d'espoir, non seulement pour elle et son père, mais pour tous ceux qui avaient été mis de côté. La lumière du soleil entrait à flots, comme si la nature elle-même brillait sur ce nouveau départ, ravivant une étincelle d'espoir qui atteindrait même les coins les plus sombres de la ville. Les jours suivants furent un tourbillon d'efforts et d'énergie. Le projet, baptisé « Cœur sans foyer » par Chloé, prit rapidement forme. Lucas tint sa promesse, s'immergeant complètement dans le travail. Il passait de longues journées à rencontrer des experts en urbanisme, en travail social et en action communautaire. Chaque soir, il rentrait épuisé, mais avec un sentiment d'utilité qu'il n'avait jamais connu. Stéphane, quant à lui, était un conseiller inestimable, apportant des perspectives de son temps dans la rue qu'aucun consultant n'aurait pu fournir. Et Chloé, avec son énergie débordante et son esprit bienveillant, devint le cœur battant du projet. Elle visitait les quartiers où de nouvelles maisons étaient en construction, discutant avec les familles qui allaient en bénéficier, toujours prête avec un mot gentil ou un encouragement. Un après-midi, alors qu'il supervisait la construction du premier centre communautaire, Lucas s'approcha de Stéphane. « Comment ça va » demanda-t-il, s'intéressant sincèrement au point de vue de Stéphane. Stéphane prit un moment, regardant autour de lui le site animé, observant la joie sur les visages des bénévoles au travail. « C'est incroyable, » répondit-il, la voix chargée d'émotion. « Je n'aurais jamais pensé voir quelque chose comme ça de mon vivant. » Lucas hocha la tête, ressentant un mélange de fierté et d'humilité.
Tout ça a commencé grâce à vous et Chloé, dit-il. Votre honnêteté, votre engagement, c'est ce qui a lancé tout ça. Juste à ce moment, Chloé arriva en courant, les yeux pleins d'excitation. Papa, Lucas, venez voir. Elle les conduisit vers une section du bâtiment où un groupe d'enfants peignait une fresque murale. L'œuvre d'art représentait un lever de soleil sur la ville avec des gens s'entraidant dans une belle harmonie. C'est magnifique, murmura Lucas, ému par la scène. C'est plus que de simples murs que vous construisez, ajouta Stéphane en tapotant l'épaule de Lucas. Vous construisez de l'espoir. Alors qu'ils admiraient la fresque, Camille, la mère célibataire que Lucas avait rencontrée lorsqu'il était dans la rue, s'approcha. Vêtue de son uniforme d'infirmière, elle rayonnait de fierté. « Je voulais juste vous remercier, dit-elle, les yeux embués. Grâce au programme de formation, j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière et mon fils. Son opération est prévue pour la semaine prochaine. » Chloé sauta de joie et serra Camille dans ses bras tandis que Lucas et Stéphane échangeaient un regard satisfait. C'était le changement pour lequel ils avaient travaillé. Mais tout ne se passa pas sans heurts. À mesure que le projet s'étendait, les obstacles aussi. Il y avait des problèmes de permis, des plaintes de voisins qui ne voulaient pas de logements sociaux dans leur communauté, et même une résistance de la part de politiciens locaux qui voyaient le projet comme une menace pour leurs propres agendas. Un soir, après une journée particulièrement épuisante à gérer la bureaucratie locale, Lucas se retrouva assis dans le bureau de son père, se sentant vidé. « Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, papa, avoua-t-il. Il y a tellement d'obstacles, tellement de résistance. » Jean regarda son fils, son visage un mélange de fierté et de compréhension. « Lucas, commença-t-il doucement. Le vrai changement n'est pas simple. Il y aura toujours des gens qui hésitent, qui craignent l'inconnu, mais ne perds pas de vue pourquoi tu as commencé ça. » Lucas prit une profonde inspiration, se remémorant toutes les vies que le projet avait touchées jusqu'à présent. « Tu as raison, répondit-il, sentant sa résolution se renforcer. Je ne peux pas faire marche arrière maintenant. Jean posa une main rassurante sur son épaule. Et tu ne le fais pas seul, lui rappela-t-il. Je suis fier de toi, Lucas. Tu as plus grandi ces dernières semaines que je n'aurais pu l'imaginer. Ces mots signifiaient plus pour Lucas que son père n'aurait pu le réaliser. Avec une énergie nouvelle, Lucas se replongea dans son travail, déterminé à relever chaque défi. Au fil des mois, le projet, Cœur sans foyer, commença à avoir un impact réel. Le premier complexe de logements abordables était presque terminé. Le centre communautaire bourdonnait d'activités, offrant des emplois et des programmes de développement de compétences qui avaient déjà aidé des dizaines de personnes. Chloé, qui allait maintenant régulièrement à l'école grâce à l'aide du projet, était devenue une sorte de mascotte pour toute l'équipe. Son enthousiasme débordant et sa gentillesse naturelle étaient contagieux, inspirant tout le monde autour d'elle. Un après-midi, alors que Chloé aidait à organiser un salon de l'emploi au centre communautaire, elle remarqua un homme plus âgé assis seul dans un coin, l'air abattu. Sans une seconde de réflexion, elle s'approcha de lui. « Bonjour », dit-elle chaleureusement en lui souriant. « Je suis Chloé. Est-ce que tout va bien ?» Elle montra une préoccupation sincère, ce qui surprit l'homme. « Je ne sais pas », admit-il doucement. « Je cherche du travail depuis des mois, mais personne ne cherche à embaucher quelqu'un de mon âge. » Le visage de Chloé devint pensif, puis s'illumina d'une idée brillante. « Venez avec moi, dit-elle en lui prenant la main et en le conduisant vers Lucas, qui discutait avec des employeurs potentiels. « Lucas, dit-elle, interrompant avec une étincelle d'urgence dans la voix. Ce monsieur a besoin d'une chance. Il est plus âgé, mais je suis sûr qu'il a une expérience précieuse. N'y aurait-il pas quelque chose que nous pourrions trouver pour lui ?» Lucas, pris au dépourvu par l'interruption audacieuse de Chloé, mais inspiré par sa détermination, se tourna vers l'homme avec curiosité. « Comment vous appelez-vous, monsieur ?» demanda-t-il gentiment. « René », répondit l'homme en se redressant un peu. « J'ai été charpentier pendant 40 ans avant d'eux. » « Eh bien, avant de tout perdre. » Les yeux de Lucas brillèrent d'inspiration. « René, avez-vous déjà pensé à enseigner vos compétences à d'autres ?» Il cherchait des instructeurs pour les sessions de formation. Une étincelle d'espoir s'alluma sur le visage de René. « Vous êtes sérieux ? J'adorerais faire ça. » Et avec le soutien de Chloé, la vie d'une autre personne trouva une nouvelle direction.
René non seulement retrouva un sens à sa vie, mais son expertise devint un atout vital pour le projet. Pourtant, le voyage n'était pas sans revers. Un matin, Stéphane arriva au bureau de Lucas, l'inquiétude peinte sur son visage. Il y a eu des graffitis sur les nouveaux logements, dit-il en tendant son téléphone pour montrer les images. Des messages disant qu'il ne voulait pas de sans-abri ici. La frustration et la colère envahirent Lucas en lisant les mots. Après tous les efforts qu'ils avaient investis dans la communauté, c'était la réponse qu'ils recevaient. Mais avant que Lucas ne puisse réagir, Chloé, qui avait tout entendu, proposa une solution. Pourquoi n'organiserions-nous pas une journée de peinture communautaire ? Suggéra-t-elle. Inviter tout le monde dans le quartier, ancien et nouveau, à venir peindre ensemble par-dessus ces messages. Ça leur donnera une chance de se rencontrer, peut-être de voir les choses différemment. Stéphane et Lucas échangèrent des regards, s'émerveillant une fois de plus de sa perspicacité. C'est une idée fantastique, répondit Lucas. Et le plan de Chloé fut un énorme succès. La journée de peinture se transforma en un véritable événement communautaire, avec de la musique, de la nourriture et, surtout, des conversations significatives. Des voisins qui se regardaient autrefois avec méfiance partageaient maintenant des histoires et des rires en peignant côte à côte. À la fin de la journée, les murs étaient couverts de magnifiques fresques symbolisant l'unité et la diversité du quartier. En rentrant chez lui ce soir-là, Lucas pensa à la transformation de sa propre vie au cours des derniers mois. Il y a peu de temps, ses plus grandes préoccupations concernaient le costume à porter ou la nouvelle Renault 4 à acheter. Il se sentait maintenant vraiment vivant et motivé par un objectif bien plus grand que lui-même. Il pensa à Chloé, à Stéphane, au soutien indéfectible de son père et aux vies qu'il changeait une par une. En garant sa voiture, Lucas prit une décision. Demain, il parlerait à son père de pousser le projet plus loin. Il était temps de s'étendre au-delà de cette région. Il y avait tellement plus de vies qu'il pouvait impacter. Avec un regain de détermination, Lucas entra dans son appartement, pleinement conscient des défis à venir. Mais pour la première fois, il se sentait vraiment prêt à les affronter. Ce qui avait commencé comme un projet local s'était transformé en un mouvement national pour le changement social. Ensemble, Lucas, Stéphane et Chloé voyagèrent, partageant leur parcours et aidant d'autres communautés à adopter des programmes similaires, une ville à la fois. Pourtant, le destin avait prévu un autre rebondissement pour cette famille remarquable. Un après-midi, alors que Lucas examinait des documents dans son bureau, il reçut un appel téléphonique inattendu. C'était un détective privé que Jean Dubois avait engagé des mois auparavant. « Monsieur Dubois, dit la voix au bout du fil, nous avons découvert des informations sur les parents biologiques de Chloé. » Lucas sentit son cœur faire un bond. Depuis qu'ils avaient commencé à travailler en étroite collaboration avec Stéphane et Chloé, Jean avait discrètement lancé une recherche sur les origines de la jeune fille, espérant pouvoir la mettre en contact avec sa famille s'il en restait. « Qu'avez-vous trouvé » demanda Lucas, le pouls accéléré. « C'est complexe, monsieur, répondit le détective. Il vaudrait mieux que vous veniez à mon bureau et que vous ameniez Stéphane et Chloé avec vous. » Plus tard dans la journée, Lucas, Stéphane et Chloé étaient tous assis dans le bureau du détective, attendant avec un mélange de nervosité et de curiosité. Le détective s'éclaircit la gorge, regardant particulièrement Stéphane. « Ce que je vais vous dire peut être difficile à accepter, commença-t-il. Nous avons confirmé que Chloé est en fait la fille biologique de Stéphane. » La pièce tomba dans un silence stupéfait. Chloé se tourna vers Stéphane, les yeux écarquillés d'incrédulité, tandis que Stéphane avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. « Comment ? Comment est-ce possible ? » réussit-il à balbutier. Le détective expliqua qu'11 ans plus tôt, Stéphane avait été brièvement marié à une femme nommée Valérie. En raison de difficultés financières et de ses propres problèmes de dépendance, leur relation s'était rapidement effondrée. Valérie avait quitté Stéphane sans jamais mentionner qu'elle était enceinte. Elle avait plus tard donné naissance à Chloé et l'avait laissée dans un orphelinat. Le détective continua. À cette époque, Stéphane, déjà en difficulté, a touché le fond avec la dépression et l'alcoolisme. Il a perdu son travail, sa maison, et s'est finalement retrouvé dans la rue. Les yeux embués de larmes, Chloé attrapa la main de Stéphane. « Alors, tu as toujours été mon vrai papa ?» Submergé par l'émotion, Stéphane ne put cocher la tête, serrant Chloé dans une étreinte serrée. Lucas assista à la scène, profondément ému. D'une manière ou d'une autre,
l'univers avait trouvé un moyen de réunir ce père et cette fille de la manière la plus inimaginable. Il y a plus, annonça le détective, ramenant l'attention de tout le monde. Valérie est décédée il y a quelques années, mais avant de mourir, elle a laissé une lettre adressée à Chloé à l'orphelinat. Nous avons réussi à la récupérer. Les mains de Chloé tremblaient en prenant l'enveloppe du détective. À l'intérieur, elle trouva une lettre et une vieille photographie montrant une jeune femme tenant un bébé dans ses bras. Alors que Chloé commençait à lire la lettre à haute voix, la pièce devint silencieuse sous le poids de ses mots. Dans sa lettre, Valérie exprimait le chagrin qu'elle ressentait d'avoir abandonné sa fille, expliquant les circonstances qui l'avaient poussée à faire ce choix déchirant. Elle partageait également son souhait que Chloé trouve un jour l'amour et le bonheur qu'elle n'avait pas pu lui offrir. « Tu seras toujours mon petit miracle », lut Chloé, la voix brisée. « Et même si je n'ai pas pu être la mère que tu méritais, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'aime aussi profondément que j'aurais voulu le faire. » Les larmes coulant sur son visage, Stéphane serra Chloé encore plus fort. « Elle l'a fait », murmura-t-il. « Je t'ai trouvée, ma fille. Et je t'ai aimée dès le début. Sans même savoir que tu étais de mon sang. » Lucas, sentant que c'était un moment profondément personnel, s'excusa discrètement et sortit dans le couloir. Il y rencontra son père, qui était arrivé après avoir reçu un appel de Lucas. « Comment le prennent-ils » demanda Jean, le visage plein d'inquiétude. Les yeux humides, Lucas eut un petit sourire. « C'est magnifique, papa. La vie a une drôle de façon de remettre les choses en ordre. » Jean hocha la tête, posant une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Parfois, la famille que nous choisissons est celle que nous étions censés avoir depuis le début. » Tandis que père et fils attendaient dehors, ils réfléchissaient au parcours remarquable qui les avait tous amenés à ce point. Une carte bancaire perdue avait déclenché une chaîne d'événements qui non seulement avaient changé des vies, mais avaient aussi réuni une famille séparée par le destin. À l'intérieur du bureau, Stéphane et Chloé continuèrent leur étreinte, tous deux submergés par la vérité qu'ils avaient découverte. Leur lien, déjà renforcé par des expériences partagées, avait maintenant une connexion encore plus profonde, enracinée dans le sang. Et dans ce modeste bureau de détective, un nouveau chapitre pour cette famille extraordinaire commença, débordant d'amour, d'espoir et de la compréhension que les miracles apparaissent souvent lorsque nous nous y attendons le moins. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Stéphane et Chloé. Ils passèrent des heures à parler, à rire et à verser des larmes ensemble en absorbant l'incroyable nouvelle de leur véritable relation. Chaque souvenir partagé, chaque moment qu'ils avaient vécu dans la rue, prenait désormais une signification encore plus riche. Lucas resta à leur côté, d'un soutien discret, s'assurant que le père et la fille avaient tout ce dont ils avaient besoin pour s'adapter à ce nouveau chapitre de leur vie. Il remarqua comment le lien entre eux, déjà fort, semblait se renforcer de jour en jour. Un matin, au petit déjeuner dans le gîte fourni par le projet, Chloé regarda son père avec une lueur dans les yeux. « Papa » commença-t-elle, chérissant ce mot d'une nouvelle manière. « Penses-tu que maman serait fière de nous » Stéphane, touché par sa question, lui prit doucement la main. « Je suis sûr qu'elle le serait » répondit-il chaleureusement. « Tu es devenue une personne remarquable, gentille et résiliente. Et ensemble, nous avons fait une différence dans de nombreuses vies. » Chloé sourit, mais son regard devint pensif. « Penses-tu qu'un jour nous pourrions aider d'autres familles à se reconnecter comme nous l'avons fait ?» Sa question fit naître une idée chez Stéphane. Cet après-midi-là, il rencontra Lucas pour discuter d'une nouvelle vision pour l'initiative « Cœur sans foyer ». « Je veux lancer un programme de réunification familiale », dit Stéphane, la voix pleine d'énergie. « Comment est-il possible que tant de familles soient séparées à cause de la pauvreté, de la dépendance ou de circonstances difficiles ? Si Chloé et moi nous sommes retrouvés, peut-être que nous pouvons aider d'autres à retrouver leur famille aussi. » Lucas écouta, sentant l'excitation d'une nouvelle direction pour leur mission. « C'est une idée incroyable, Stéphane, dit-il avec un sourire. Faisons en sorte que ça arrive. » Au cours des semaines suivantes, l'équipe travailla sans relâche pour donner vie au nouveau programme. Ils recrutèrent des enquêteurs, des travailleurs sociaux et des conseillers familiaux, et formèrent des partenariats avec des orphelinats et des agences d'adoption. Lentement, le programme « Lien perdu » commença à prendre forme. Le jour du lancement officiel, le centre communautaire était rempli de familles pleines d'espoir, de travailleurs sociaux et de représentants des médias désireux d'en savoir plus sur l'initiative. Chloé, vêtue d'une jolie robe bleue, rejoignit son père sur le podium,
sa voix stable et claire alors qu'elle partageait leur histoire et comment ils avaient découvert leur lien familial. Notre histoire montre que les miracles arrivent, dit Chloé, la voix remplie d'émotion. Nous voulons aider plus de familles à trouver ce miracle. Chaque personne mérite de savoir d'où elle vient, et chaque famille séparée mérite la chance de se reconnecter. Stéphane prit le micro ensuite, la fierté brillant dans ses yeux en regardant sa fille. Le programme Lien perdu ne se contentera pas de réunir des familles, expliqua-t-il. Il fournira également un soutien psychologique, une assistance juridique et des ressources pour les aider à rester connectés une fois qu'ils seront ensemble. La foule écoutait attentivement, beaucoup essuyant des larmes en ressentant l'impact de ce nouveau programme. Dans la foule, Lucas remarqua des visages pleins d'espoir, des personnes qui semblaient autrefois avoir renoncé à retrouver leurs proches. À la fin de la présentation, la salle éclata en applaudissements. Les journalistes se précipitèrent, avides de poser des questions. Des familles s'avancèrent pour s'inscrire au programme, et les travailleurs sociaux se tenaient prêts, offrant leur soutien et leurs conseils. Au milieu de l'activité, Lucas se dirigea vers Stéphane et Chloé. « Vous avez fait un travail incroyable », dit-il en les serrant tous les deux dans ses bras. « Vous apportez de l'espoir à tant de gens. » Chloé sourit, ses yeux brillants de détermination. « Ce n'est que le début, répondit-elle. J'ai le sentiment que Lien perdu va faire une réelle différence. » Et elle n'aurait pas pu avoir plus raison. Au cours des mois suivants, le programme donna des résultats au-delà de ce que quiconque avait osé espérer. Des familles séparées depuis des années furent réunies. Des parents, autrefois aux prises avec la dépendance et maintenant en convalescence, eurent la chance de renouer avec leurs enfants. Des frères et sœurs séparés par le système d'adoption se retrouvèrent enfin. Chaque succès était un témoignage de leur travail acharné. Et pour Stéphane et Chloé, chaque famille réunie était un rappel touchant de leur propre incroyable parcours. Un après-midi, alors qu'ils examinaient des dossiers au bureau, Chloé s'arrêta soudainement, les yeux embués en regardant son père. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda Stéphane, inquiet. Chloé sourit à travers ses larmes. « C'est juste que parfois, je n'arrive toujours pas à croire que tu es vraiment mon père, dit-elle. Après tout ce que nous avons traversé, c'est incroyable que nous nous soyons retrouvés. » Stéphane la serra dans une étreinte chaleureuse. « J'ai du mal à le croire aussi, admit-il. Mais chaque jour, je suis tellement reconnaissant, et je suis reconnaissant que nous puissions aider les autres à trouver la même joie. » Alors que père et fille partageaient ce moment tranquille, Lucas les observait depuis la porte du bureau, ressentant une vague de gratitude et d'admiration. Il se souvint de ce jour à l'hôtel où il avait regardé Stéphane et Chloé avec méfiance et arrogance, à quel point il avait changé depuis, et comment ils avaient tous grandi. Le projet, Cœur sans foyer, et maintenant, Lien perdu, avait évolué bien au-delà des services sociaux typiques. Ils étaient devenus un symbole de l'impact de la gentillesse, de la résilience de chaque personne, et de la façon dont un seul acte de compassion pouvait déclencher une réaction en chaîne de changements positifs. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Lucas réfléchit à ce voyage incroyable. D'une carte bancaire oubliée à un mouvement changeant des vies à l'échelle nationale, d'un jeune homme égocentrique à quelqu'un déterminé à rendre le monde meilleur. Au cœur de tout cela se trouvaient Chloé et Stéphane. Deux âmes résilientes qui avaient traversé des moments difficiles avec grâce et amour. Offrant maintenant aux autres la chance de redécouvrir l'espoir dans l'ombre de l'adversité. Avec les lumières de la ville brillant autour de lui, Lucas ne put s'empêcher de sourire. L'avenir était grand ouvert, débordant de potentiel, et il se sentait honoré de faire partie de cet incroyable voyage de guérison et d'amour. Le temps passa à toute vitesse et bientôt, ils se retrouvèrent au premier anniversaire de l'initiative « Lien perdu ». Pour marquer l'occasion, un grand événement fut organisé au centre communautaire, réunissant toutes les familles qui s'étaient reconnectées grâce au programme. La salle était décorée de ballons et de banderoles, bourdonnant des rires et des bavardages d'innombrables vies changées pour le mieux. Se déplaçant à travers la foule animée, Lucas, Stéphane et Chloé saluaient les familles et écoutaient leurs histoires. Dans un coin, ils aperçurent René, l'ancien charpentier, maintenant instructeur dans le programme, joyeusement entouré de ses élèves partageant des histoires sur leurs derniers projets. Camille, l'infirmière qui avait autrefois lutté pour subvenir aux besoins de ses enfants, dirigeait maintenant la clinique du village. Son fils, maintenant complètement guéri après son opération, jouait joyeusement avec d'autres enfants. En observant la scène, le cœur de Chloé se gonfla de fierté. « C'est comme un rêve, dit-elle à son père.
Regarde toutes les vies que nous avons impactées. Stéphane la serra dans ses bras, ressentant sa joie. Et tout a commencé avec toi, ma fille, dit-il, la voix pleine de fierté. Ton honnêteté et ta gentillesse ont déclenché tout ça. Juste à ce moment, Jean Dubois monta sur scène, demandant l'attention de tous. La salle se tut, tous les yeux rivés sur l'homme dont le soutien avait rendu tout cela possible. Il y a un an, commença Jean, la voix chargée d'émotion. Mon fils Lucas a partagé une idée que, je l'avoue, je pensais un peu ambitieuse au début. Des rires parcoururent la foule. Mais cette vision, animée par la compassion et un engagement à faire le bien, s'est transformée en quelque chose de vraiment merveilleux, dit-il en jetant un regard chaleureux à Lucas qui se tenait à proximité. Jean continua, aujourd'hui, nous célébrons non seulement le succès de Liens perdus, mais aussi les innombrables nouveaux départs qu'il a inspirés. Jean prit une profonde inspiration, balayant la foule du regard jusqu'à ce qu'il aperçoive Chloé et Stéphane, et parla avec conviction. Nous honorons la force des gens et ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous unissons. Il fit une pause, laissant ses mots s'installer. Et tout a commencé par un simple acte d'intégrité. Une jeune fille et son père, qui n'avaient peut-être pas grand-chose, mais dont l'honnêteté surpassait toutes les richesses. Chloé sentit la chaleur des larmes tandis que Stéphane l'enlaçait, la tenant près de lui. Alors aujourd'hui, poursuivit Jean, je suis fier d'annoncer que la Fondation Dubois va étendre ses programmes à l'échelle nationale. Nous envisageons que chaque ville ait ses propres refuges pour les sans-abri et les liens perdus. Nous croyons que tout le monde mérite un foyer, une famille et une chance. Les applaudissements éclatèrent, remplissant la salle d'espoir et d'excitation. Submergé par l'émotion, Lucas monta sur scène et serra son père dans ses bras. Puis il tendit la main à Chloé et Stéphane, les invitant à se joindre à eux. Sur scène, deux familles s'unirent dans une étreinte sincère. Jean et Lucas, dont la relation s'était renforcée au cours de leur voyage commun, et Stéphane et Chloé, dont le lien n'avait pas seulement survécu aux épreuves, mais s'était révélé être quelque chose de profondément profond et inconditionnel. Alors que la foule applaudissait, Chloé regarda autour d'elle, s'imprégnant de la joie qui émanait de chaque visage. Elle se souvint de ce jour lointain où elle avait trouvé une carte bancaire perdue dans la rue. Un moment qui semblait remonter à une éternité. Qui aurait pu deviner que ce petit acte d'honnêteté mènerait à tant de choses? Merci, murmura-t-elle doucement. Bien que ses mots se soient perdus dans le bruit de la célébration, sa gratitude atteignit l'univers, le destin, quelles que soient les forces qui avaient conduit à cette extraordinaire série d'événements. Alors que la célébration se poursuivait avec des rires, de la musique et les sourires d'innombrables familles réunies, Chloé ressentit un sentiment de mission. Il y avait encore tant de choses qu'elle voulait faire, plus de vies à toucher. Mais en regardant Stéphane, Lucas et Jean, elle sut qu'ensemble, ils pourraient tout surmonter. L'amour, la compassion et l'honnêteté étaient des forces puissantes et imparables. À ce moment, Chloé fit le vœu silencieux de continuer à se battre, à aider, à aimer. Elle comprenait maintenant que même les plus petits actes pouvaient avoir des répercussions, apportant un changement au monde. Son voyage, qui avait commencé dans les rues froides d'une ville indifférente, était devenu quelque chose de bien plus grand. Son histoire touchait maintenant des vies à travers le pays. Et dans chaque vie transformée, chaque famille réunie, chaque cœur ravivé par l'espoir, son héritage perdurerait. Alors que la lumière inondait la pièce et que la musique montait, Chloé ferma les yeux et sourit. L'avenir était grand ouvert, débordant de possibilités infinies, et elle était prête à l'embrasser, guidée par l'amour et animée d'un esprit féroce.